Mesdames, Messieurs, bonsoir. 4e numéro de la nouvelle saison de votre émission Club Média 7. Club Média 7, comme vous le savez, c'est le carrefour des acteurs de la presse béninoise. Ici, ça discute de l'actualité nationale et internationale de la semaine écoulée. Et pour l'exercice ce soir, je reçois désormais une habitude de ce plateau, Agapit Napoléon Maforican, directeur de la chaîne de télévision E-Télé, ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir, chers confrères, bonsoir à tous les téléspectateurs. Avec nous également pour décortiquer, passer au pain fin et à la loupe, l'actualité de ces 7 derniers jours au Bénin et dans le monde, Pascal Anselme Agueoundé, journaliste au quotidien du service public, La Nation. Pascal Anselme Agueoundé, bonsoir. Bonsoir confrères, bonsoir à nos chers téléspectateurs. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous allons planter le décor avec la première rubrique de cette émission. C'est le condensé de tout ce que les journaux ont pu écrire au cours de la semaine. Et c'est avec Marcel Arrossi. Contre la cherté de la vie, le gouvernement rassure de nouveau, bien évidemment à travers son ministre de l'économie et des finances qui fait la une de tous les quotidiens parus lundi dernier à 95% au moins. Wadaigné, le gouvernement n'en dorme pas, affirme Matin Libre dans son analyse de la sortie de Romuald Wadaigné qui a pu décortiquer de fond en comble sur un plateau de la télévision nationale les tenants mais également les aboutissants de la cherté de la vie qui frappe depuis peu les secteurs vitaux de l'économie béninoise. Des clarifications plutôt rassurantes selon le potentiel. Mais le pire n'est pas encore derrière, il est à venir de la vie de fraternité. La famine plane sur les pays de la sous-région, constat qui serait confirmé par le ministre d'État qui a quand même rassuré que le Bénin a déjà pris toutes les dispositions idoines pour éviter cette situation difficile. La plupart des pays de la sous-région sont menacés par la famine dans les mois à venir pour plusieurs raisons. La principale est que le prix des intrants agricoles ne cesse de monter. Pour la campagne agricole passée, le paysan avait accès au sac de 5 kg à 12 000 francs CFA. Aujourd'hui, ce même sac est vendu à près de 40 000 francs CFA. Quel paysan a les capacités d'acheter un sac qui passe de 12 000 à 40 000 francs CFA? Il y a donc un vrai danger qui menace la sous-région, nous fait retenir fraternité. Romuald Wadaigné a indiqué, selon Matin Libre, que l'État, pour contenir le risque de famine qui guette tous les pays du monde et ainsi pallier un temps soit peu la crise, si elle persiste, pourrait être amenée à réajuster sa vision, à freiner par exemple la construction d'infrastructures routières et autres chantiers de développement en cours ou à venir. Car pour Romuald Wadaigné, relayé par Matin Libre, le président de la République et l'ensemble de son gouvernement ont à cœur au prime abord le bien-être des Béninois. La priorité du gouvernement, c'est de s'assurer qu'il y a un pouvoir d'achat pour mieux faire face aux besoins fondamentaux du peuple. C'est notre priorité plus que tout le reste, a conclu le ministre de l'économie et des finances. Enjeu des législatives 2023, l'opposition sur la trajectoire inconfortable, c'est selon Vif d'Afrique. Pour que l'opposition aille au Parlement, il n'y a pas de solution miracle. Il faut que les partis de l'opposition béninoise travaillent. Les dirigeants de cette opposition doivent donner à voir à la population qu'ils ont décidé de se mettre ensemble, de s'entendre, de taire leurs divisions. Université de vacances par ici, cadre de concertation des élus par là ou encore séance de réflexion sur la représentativité des femmes, les partis politiques proches du pouvoir ne perdent pas le temps. Quant à l'opposition, les acteurs se cantonnent à des déclarations. Ce qui se joue est sérieux et grave selon Vif d'Afrique. Législative 2023, la nouvelle alliance de Théophile Yarou partage son opinion sur l'opposition au régime Talon avec Expérience TB du mouvement populaire de libération. C'est plutôt sur une pente glissante que Fraternité voit Théophile Yarou. Si pour le journal, c'est une logique, quand Yarou souhaite une mutualisation des efforts, il pense tout de même que pour une alternative politique crédible au Bénin entre FCBE, les démocrates, restaurer l'espoir, le mouvement populaire pour la libération MPL, la nouvelle alliance LNA et restaurer la confiance RLC, la fusion est tout sauf une évidence. Au contraire, depuis les divergences affichées au lendemain des législatives exclusives de 2019, l'opposition va en se saucissonnant. Pour le grand regard, carrément, l'opposition risque de n'avoir aucun député. Les maires réduits à de basses fonctions face à la superpuissance des secrétaires exécutifs. Le secrétaire
exécutif devient le tout-puissant selon Gaskiani Info. Il ne s'agira plus de transférer les fonds vers les mairies, tout reste au ministère des Finances où un contrôle plus rigoureux est assuré. Comme si cela ne suffisait pas, le maire n'est plus aux commandes de sa propre juridiction dans bien d'autres domaines. C'est le secrétaire exécutif qui recrute certains membres importants du personnel, comme les personnes chargées de la passation des marchés. Cependant, il reste au maire quelques attributions, mais proches de celles d'un exécutant. Entre autres, le maire est chargé du maintien de l'ordre dans les endroits de grands rassemblements, la police des funérailles, la répression en cas de bagarre et autres, les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'État pourrait compromettre la moralité publique, la divagation des animaux par exemple. Ces attributions, selon Gaskiani Info, font du maire au mieux un simple policier qui est chargé de faire les travaux ingrats au moment où l'essentiel lui échappe. Cette réforme au niveau des collectivités locales pourrait être également source de blocage, affirme Vif d'Afrique. Le trop plein de pouvoir donné au secrétaire exécutif pourrait les faire croire qu'ils sont au-dessus du maire. Et le journal prévient, le maire, première autorité de la commune qui incarne avant la réforme un certain nombre de valeurs, se verra dans l'obligation de partager son pouvoir avec le secrétaire exécutif. Ce qui ne serait pas du tout évident quand on sait à quel point les politiciens se bousculent sous nos cieux pour accéder à des postes de responsabilité. Pire, poursuit Vif d'Afrique, empêcher une autorité communale d'être en contact direct avec l'argent, notamment de disposer à son bon vouloir du budget de la commune, sera une pilule amère à avaler pour certains maires. Politique fiscale, aucun impôt n'a connu une hausse. Romuald Wadaï, ministre de l'économie et des finances, a été formel sur l'émission Le débat public dimanche 3 avril dernier. Selon l'Argentier national, entre les lignes du quotidien La Nation, la position du gouvernement de Patrice Talon depuis 2016 consiste à simplifier l'administration fiscale, limiter le nombre de prélèvements, élargir le nombre de contributeurs et ensuite baisser le montant des taxes. Finissons par la revue de quelques grands titres de la semaine. La Nation, quotidien de service public, démolition en vue de la ceinture du stade de l'Amitié, pression de dernier jour. Le matinal, législative du 8 janvier 2023, l'opposition et l'hypothétique équation d'une fusion. Théophile Yarou reprécise sa démarche envers les partis politiques. État-major général des forces armées béninoises, les chantiers de Fructueux Baguidi. Vif d'Afrique, pléthore de mendiants dans les rues de Cotonou, paresse ou pauvreté extrême. Merci donc à Marcel Arossi. C'était donc à l'instant la revue de presse hebdomadaire dont les principaux sujets évoqués vont alimenter nos discussions en plateau. Et ce sera dans la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. On va évoquer bien évidemment la cherté de la vie et les mesures sociales prises par le gouvernement béninois. Mais avant, Agapit Napoléon Maforican, 6 avril 2016, 6 avril 2022, déjà 6 ans au compteur de la gouvernance Talon, une gouvernance, on le sait, placée essentiellement sous le sceau des réformes. Au plan politique, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué, vous? Justement les réformes et surtout... disons, l'engagement, la détermination avec laquelle le président y est allé, malgré les handicaps, disons, les velléités, les résistances habituelles, les résistances auxquelles on est tellement habitué que finalement tout le monde pensait qu'on n'arriverait plus jamais. Et subitement, on s'est rendu compte que oui, que c'était bien faisable. On a failli, d'ailleurs, se décourager. Et quand il dit on a failli, c'est le Béninois lambda, parce que pour ceux qui suivent un peu l'actualité, le candidat Talon a fait campagne sur des réformes, notamment de la Constitution, avec cette question de mandat unique. Mais on s'est rendu compte déjà un an après que le projet était retoqué à l'Assemblée sans vraiment des raisons, alors que les concertations qui devraient avoir eu lieu l'ont été normalement. Donc en principe, il s'agissait de moderniser l'État. Il avait dit en campagne, il a tenu parole avec le ministre Djokbenou qui était aux commandes, et puis subitement, ça a floppé, et on s'est dit, bon, c'est parti encore pour 5 années donc d'errement, de navigation à vue, et puis bon, progressivement, il y a eu une reprise en main de l'appareil, ce qu'on appelle le plan B, de manière vulgaire,
le chef de l'État, le gouvernement a sorti le plan B et les réformes ont pu avoir lieu. Moi, je salue ces réformes et je me dis, on en avait besoin et c'est ce qui, moi, me reste encore aujourd'hui. Quand on dit les réformes, elles sont politiques, mais elles sont également économiques, elles sont sociétales. La lutte contre la corruption, l'assainissement des finances publiques, les retards, beaucoup d'autres habitudes que nous avons acquises et qu'on s'est dit, bon, ici c'est le Bénin, on ne peut pas changer, c'est comme ça, on n'y peut rien. Je pense qu'on a bougé beaucoup de lignes, c'est ce que je garde. Anselme Pascal Agueroundé, on a observé et on continue d'observer d'ailleurs un rajeunissement de la classe politique. Il y a la réforme du système partisan et comme l'évoquait Agapit Napoléon Maphorican, la lutte contre l'impunité et la mauvaise gouvernance. Ce sont des chantiers sur lesquels on a vu le chef de l'État s'investir à fond. Et ma foi, aujourd'hui, on peut le témoigner, les lignes ont bougé. Aujourd'hui, les Béninois apprennent à sortir de leur zone de confort et à mieux respecter la chose publique. Et je pense que ces réformes sont à saluer. C'est vrai, beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore tant à faire. Parce que sur des questions politiques, vous le savez, c'est d'abord la mentalité qu'il faut changer. C'est d'abord ça qui fait que certaines réformes ont encore un peu de mal à prendre. Et je pense que si les acteurs politiques comprennent de bien fonder des réformes, ils peuvent très vite s'adapter, revoir leur stratégie et pourquoi pas battre le champion à son propre jeu. C'est possible. Agapit Napoléon Maphorican, du nord au sud, tout le pays est en chantier avec la construction de nouvelles voies, les stades, les marchés urbains également. Oui, je voudrais parler d'abord rapidement dire que les mentalités, ce qui doit l'être, je pense que la fondation est faite. C'est important de le noter. Quand je parle, la fondation elle est faite, mais il faudrait que l'édifice tienne. Elle est faite, comme on peut le dire, on a pu passer le cap des résistances, comme je l'ai dit, 2018. Les élections de 2019 législatives, les communales de 2020, la présidentielle de 2021, ce sont là les étapes critiques. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Aujourd'hui, tous ceux qui se sont opposés, ont résisté, se sont mis aujourd'hui à jour, sont prêts à aller au front. C'est déjà un acquis. Maintenant, ce que dit mon confrère et qui est juste, c'est que dans les mentalités, parce qu'aujourd'hui c'est Patrice Talon qui est en commande, je pense qu'il a mis tout le monde en respect. Ils savent désormais que le chef est droit dans ses bottes et va à ses objectifs. Mais autour de lui, quand il dit autour les partis politiques qui sont là, quand on analyse les champs, on n'a pas l'impression que réellement les gens sont déjà totalement outillés à animer la vie politique. Sur beaucoup de questions, on ne les voit pas. Ils se préparent pour les élections, ils font des formations, université vacances, mais on ne les sent pas encore. Donc, il n'y a que la mentalité encore là, il y a encore beaucoup de choses à corriger, mais ce n'est pas que sous lui. Donc, ce dont on peut se satisfaire, c'est que la fondation est là. Il appartient maintenant à chaque Béninois de veiller à ce que l'édifice tienne. Vous avez parlé des chantiers. Il en va de même. Les chantiers sont mis ici et là. Tout est en chantier, peut-on dire. On a salué l'asphaltage, on salue d'autres grands travaux, par-ci ou par-là, qui transforment le pays. On a fait des micro-trottoirs à l'intérieur du pays. Et qu'est-ce que les gens disent? Tout change. Les rues, les places publiques, les terrains de sport. Donc, les terrains de jeu, on offre des aires de jeu modernes à des jeunes. On offre de variations de filières également aux jeunes. Même si l'adéquation formation-emploi n'est pas encore une réalité, l'État y pense. Et l'un des axes sur lequel le candidat Patrice Talon, enfin le président, il a placé son nouveau quinquennat, c'est sur ces questions notamment de l'emploi. Et on voit le ministère en charge de l'enseignement supérieur s'y affairer. Donc, vous comprenez que il n'y a pas un seul secteur de la vie politique, de la vie économique, sociale, culturelle, qui n'est pas impacté. Mais quand il y a un adage qui dit tout qui trop embrasse mal étreint, mais ici, il fallait bien trop embrasser en laissant maintenant des pans à chacun de s'occuper des axes qui le concernent. Puis on parle du Bénin, c'est pas le patrimoine de Patrice Talon, c'est le patrimoine du Bénin. Donc chaque Béninois doit pouvoir s'accaparer les secteurs vitaux qui le concernent et travailler pour que l'édifice en réforme puisse tenir. On a parlé vous avez parlé des réformes dans le pays, mais on peut parler aussi des œuvres.
hein, de nos richesses qui sont revenues d'ailleurs, des trésors royaux par exemple. Mais c'est inimaginable, on ne peut pas... Regardez, dans quel pays vous imaginez que les gens parlent de la faim, on parle donc de réforme politique et on pense encore à ramener ces vestiges donc, que beaucoup ont déjà oubliés mais qui reviennent sous forme de trésors. Et que vous voyez les défilés qui se font aujourd'hui, ces trésors royaux, regardez combien de bon monde ça a déjà rassemblé. Lionel Zinsou, Léadi et Galio Soglo, Nicéphore Soglo pour ne pas le citer. Et qui encore des personnalités que ça réunit autour de la présidente de la République. Je pense qu'on n'a pas besoin de grands dialogues pour pouvoir constater que je pense que l'essentiel est en place. Mais ce qui importe pour moi, c'est que ça, c'est le constat d'aujourd'hui. Il faudrait maintenant une autre mobilisation pour le maintenir et renforcer ce qui est. Anselme Pascal Aguehoundé, le visage du Bénin a changé. Vous n'allez pas dire le contraire. On note également une gestion hygiénique des affaires publiques aujourd'hui. Il y a la restauration de l'autorité de l'État. Les patrons ont désormais peur de détourner. Ah oui, ça s'est fait parfois à chicotte à la main. Ça s'est fait chicotte à la main, mais bon, je pense que les acteurs politiques et les agents de l'administration publique aujourd'hui peuvent constater et peuvent témoigner de ce que les réformes ont servi à quelque chose. La peur du gendarme, c'est vrai, pour d'aucuns, ça peut amener encore à faire des erreurs, mais on sait que de façon universelle, la peur du gendarme a toujours aidé à resserrer les rangs, à bien faire. Et aujourd'hui, on peut s'en réjouir. Le plus important, comme l'a dit notre doyen Mafoïkan, c'est que ces acquis-là ne s'envolent pas dès que le chef aura plié bagage. Non, il faut que ça reste. Il faut que les acquis restent et qu'on sache qu'au Bénin, on sait respecter la chose publique mieux que par le passé. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut saluer les différentes réformes qui ont été faites. C'est vrai que dans presque tous les domaines de la vie publique, quand vous prenez le tourisme, tellement de choses ont été faites. Quand vous prenez surtout le numérique, ça c'est carrément un renouveau. C'est un secteur où il y a eu un renouveau carrément. Administration intelligente. Voilà, avec le chef de l'État est venu avec une option, faire du Bénin une plateforme numérique pour l'Afrique de l'Ouest. Et je pense que nous sommes sur le chemin. Il reste beaucoup de choses à faire. Quant au coût de la connexion, à la qualité de la connexion, mais il y a tant de choses qui ont été faites. Aujourd'hui, il y a une certaine émulation au niveau des startups. Vous sentez que les gens sont beaucoup plus intéressés à l'innovation. Et c'est ça le développement en fait. C'est ça qui nous amène au développement. Cherté de la vie, on en parle toujours. Le ministre de l'économie et des finances a fait une sortie médiatique pour essayer d'expliquer un peu les causes de ce phénomène. Il a notamment mis le curseur sur les mesures sociales prises par le gouvernement. Anselme Pascal Aguehoundé. Eh bien oui, il y a beaucoup de mesures sociales qui ont été prises. Je ne voudrais pas simplement m'émouvoir des justifications qui ont été données par le ministre d'État. Je voudrais qu'on reconnaisse tout simplement qu'à l'international, il y a quand même une certaine inflation. Laissons toutes les raisons politiques internes et on doit pouvoir reconnaître qu'il y a une certaine inflation à l'international. Et comme l'a dit le ministre d'ailleurs lors de l'émission, c'est dès que le prix des hydrocarbures augmente, ça se fait ressentir sur tout parce que le coût de la production va changer et naturellement le coût du transport va changer et vous avez une certaine augmentation sur les produits. Le prix de revient aussi change. Donc il faut déjà que les gens se disent que ce n'est pas le Bénin seul qui vit une pareille situation. En plus de cela, il y a des raisons qui sont vraiment liées à la production locale et le ministre a largement également expliqué ces raisons-là. La plupart de nos productions, je dirais pas détournées, mais vont vers l'étranger. Voilà. Et c'est normal qu'un producteur cherche à faire du profit. Le Nigérian qui vient vous voir vous dit je vous le prends à 500 alors que vous le vendez à 200 sur place, vous voulez faire du profit. Nous sommes envahis par les pays voisins. Exactement, les pays voisins qui ont besoin également de la même chose parce qu'ils vivent la même situation. Voilà, et qui viennent à nous et qui prennent les produits qui s'en vont. Donc ça a été bien et je pense que c'est très bien réfléchi d'avoir déjà anticipé sur ça et d'avoir pu fermer un peu la porte à l'exportation de nos produits parce que nous ne le dirons jamais assez, ça a commencé depuis juin 2021. Ces mesures ont déjà été prises depuis juin 2021 où le gouvernement a déjà commencé à prendre des dispositions pour que tous nos produits ne puissent pas aller vers l'extérieur. Mais il me reste une question dans la gorge, c'est que en matière d'économie, on prévoit. Gouverner, c'est prévoir. Et je pense qu'on aurait pu faire mieux. La crise, si on peut oser le dire, est planétaire. Elle est planétaire. On aurait pu faire mieux pour davantage amoindrir l'impact de la crise. Ce n'est pas que
la crise, on pouvait l'éviter. Non, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut faire un miracle. Non, tout le monde vit la crise. Mais on peut faire moins, on peut faire mieux du moins pour amoindrir un peu l'impact de la crise. Et quand je dis faire mieux, je pense que le gouvernement, aujourd'hui, est dans cette posture-là, dans la posture du social. Il faut que le pouvoir d'achat du Béninois puisse être un peu renforcé. Ce n'est pas quand le danger arrive qu'il faut maintenant renforcer le pouvoir d'achat du Béninois. C'est ce que je pense. Agapit Napoléon Mafoikan, exercice réussi pour l'Argentine nationale. Oui, de toute façon, pour moi, le contraire aurait étonné. Donc, du coup, il a assumé. C'est son devoir de le faire. Il en est capable. Il le démontre depuis 6 ans. Donc, du coup, moi, je ne suis pas surpris. Et il aurait raté. C'est comme un attaquant qui a son pénalty. Pour moi, j'estime toujours que ça, c'est l'information. Quand il met dedans, c'est la façon de dire, n'est-ce pas? Pour moi, il a réussi l'opération. Mais la question est de savoir à qui s'adressait. C'est là la question. C'était un débat public. C'était un débat public. Donc, c'est beaucoup plus à l'élite, à mon humble avis. Le débat doit se faire dans les localités, pas des hommes publics, pas les députés, pas quelques ministres, pas nécessairement avec les caméras, pas nécessairement avec tout le monde. Mais c'est déjà un pas. Non, celui-ci est bon. Comme je vous l'ai dit, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que là, quand lui a fini de parler, il y a ceux qui retournent sur le marché pour continuer. Nous, on a fait, après sa sortie, on a fait des micro-trottoirs. On est allé dans le marché. Les bonnes dames, tout en appréciant le travail fait par le chef de l'État, tout en appréciant la qualité de la maîtrise des actions par le gouvernement, donc le ministre naturellement, mais constate simplement qu'il y a encore des choses pour eux. Donc peut-être il y a des poches, les raisons expliquées, mon confrère vient de le dire, sont connues, il n'y a pas de souci. Ceux qui utilisent la vie chère pour pouvoir faire pour pouvoir se positionner politiquement, je pense qu'ils se trompent parce que toute la sous-région est embrasée. Toute l'Afrique aussi du Sahara est embrasée. C'est un phénomène planétaire. Il y a pire ailleurs, et pas trop loin de nous. Et que la maîtrise des prix du carburant aujourd'hui au Bénin constitue quand même un gros soulagement pour la population, tout comme beaucoup de mesures qui sont prises. Mais il se fait que, parce que dans l'action publique, qu'est-ce qui compte? C'est le résultat. Or, le résultat en question, c'est quoi? C'est à partir du moment où le message est passé, il reste maintenant son impact sur les populations. Et donc, ça, c'est le message grand public. Il est passé et bâti réussi. Mais après, il y a toujours le marché. Comment se comporte le marché? Une semaine après ce passage, c'est ça qu'il va falloir que les autres relais. Et je parlais tout à l'heure de l'animation. Il y a un numéro vers le 113 qui a été... Non, pour moi, il ne s'agit pas d'appeler. Il s'agit qu'on sensibilise sur le terrain. Le numéro 20 va jouer son rôle. Mais pour moi, il y a une animation de la vie politique nationale qui manque, qui doit prendre le relais. Dans aucun pays, le gouvernement seul ne peut être au front quand il y a crise. C'est ce que nous constatons aujourd'hui. Dans aucun pays, le gouvernement seul ne peut être au front. Parce qu'on regarde le gars du gouvernement comme quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Tout le monde a dit que des relais de l'opposition ou d'autres personnes qui ne sont pas accompagnées par des ONG les soutenant vont vous dire non, ces gens, ça c'est le ministère, il ne peut pas dire autrement. Il ne peut pas dire autrement. Ceux-là, ils sont au sommet. Il faudrait qu'à la base, les relais politiques, ceux qui sont habillés grâce aux couleurs politiques, sont positionnés, ils doivent prendre le même message. Est-ce qu'on a fait un tour pour savoir combien d'élus locaux, d'élus communaux ont écouté le ministre? Normalement, ils devraient pouvoir. C'est une action publique. Et donc, c'est bien que institutionnellement, le ministre soit sorti. Mais après, combien de relais il faut? Donc, je évoque cette question pour montrer l'une des faiblesses du relais, du système dont je parlais, donc de garder l'édifice. C'est l'action, c'est le relais politique. L'animation de la vie politique ne suit pas le travail institutionnel qui est fait. Et donc, ça fait qu'on entend simplement la voix officielle. On voit les décisions, mais après, on doit voir pas les gens. Quand les députés sont allés au niveau donc de nos frontières pour regarder, c'était les gens critiqués. Mais vous ne pouvez pas savoir le bien que ça a peut-être fait pour la population là-bas. On n'a pas nécessairement besoin de le faire avec les caméras. Parce que, bon, parfois, ça donne l'impression qu'on fait de mature vue. Quoique l'action publique aujourd'hui, avec l'ère de la communication et du numérique, on ne peut pas s'en offusquer. Sauf qu'il faut savoir doser. Donc, pour moi, quand les populations voient l'autorité, ça leur plaît. Et donc... Il faut donc intensifier la sensibilisation. En temps de crise, quand l'État a pris des mesures,
il faut des relais politiques. Moi, je ne me demande pas au ministre de descendre dans les villages pour parler. Il a mieux à faire. Mais il faudrait que les relais politiques, comme je le dis toujours, élus communaux, élus locaux et élus comme députés, qui se réclament de l'action gouvernementale, puissent relayer les grandes causes, les mesures et sensibiliser. Vu ainsi, vous allez voir, nos populations ne sont pas compliquées à convaincre. Donc, si on fait le point, c'est pour vous dire, si on fait le point, ce qui se passe au niveau de la vie chère au Bénin n'est pas encore catastrophique. Les gens vont dire, mais est-ce que lui est au pays? Oui, je suis au pays. Je suis au pays, mais nous voyageons. Ce qui se passe ici, du point de vue, le gouvernement, l'anticipation a eu lieu. Le pain est vendu au Niger, par exemple, à 300 francs. Exactement. Ici, les gens ont gonflé de 25 francs pour 4 jours. Ils ont été obligés de rétro-pédaler. Donc, c'est pour dire que l'État est aux commandes. L'État y veille. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut qu'on le reconnaisse, qu'on soit opposant, mouvancier, on le reconnaisse. Mais au même moment que, pour mieux le reconnaître, il faut que ceux qui disent accompagner la politique de l'État et qui sont payés parfois pour soit visibles sur le terrain et dialogue vraiment avec la population et maintiennent la dynamique sur le terrain. Anselme Pascal Agueoundé, entre choc exogène et réalité locale, comment entrevoyez-vous la suite des événements? La suite sera terrible. Parce que quand tu entends parler de famine, tu te fais des films tout de suite. Parce que le ministre n'a pas voulu tenir une langue de bois avec les populations. Il a dit la vérité. Il y a une famine qui se profile parce qu'il y aura une indisponibilité d'intrants. Et si on doit payer l'intrant plus cher, c'est clair que la situation va se détériorer. Cela appelle déjà à des mesures urgentes pour davantage maîtriser l'inflation, davantage maîtriser la production et faire en sorte que nous ne soyons pas à des situations extrêmes. Une autre actualité qui aura marqué également cette semaine, c'est bien sûr le comité de supervision de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations portant sur des faits de corruption qui est désormais connu. Les membres du comité, je veux dire, on a comme membre le ministre d'État et secrétaire général de la présidence de la République, Pascal Irénée Koupaki. Il y a Johannes Dayon, le coordonnateur du bureau d'analyse et d'investigation, le BAI. Nous avons le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Rongbedi, et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, nous n'ayons Aristide Didjoro et enfin le coordonnateur de la cellule juridique de la présidence de la République, Claude Olympio. Agapit Napoléon Maforican, quand on sait que la corruption a la peau dure, qu'est-ce qui va fondamentalement changer avec la création de cette cellule? Moi, je ne sais pas si quelque chose va fondamentalement changer. Vous êtes si pessimiste? Non, du tout. Moi, j'ai l'impression que tout a déjà changé depuis 3 ou 4, depuis 5 ans, pratiquement en la matière. Parce que moi, j'étais à l'autorité nationale de lutte contre la corruption. J'en étais un des membres, un rapporteur patron de l'administration. Et je sais combien de fois on peinait pour que l'État reconnaisse, reprenne les dossiers dénoncés. Or, depuis 2016, l'État n'a pas besoin d'attendre qu'on le relance déjà. Il y a plein de dossiers qui sont passés par la criette, plein de dossiers qui ne sont pas nécessairement, qui ne contiennent même pas nécessairement les hauts dignitaires et qui fonctionnent. Donc pour moi, déjà, la lutte contre la corruption a déjà pris ses élans, son envol avec l'existence de la criette qui était le maillon qui manquait, la structure qui devrait passer à la coercition. Donc cette structure vient, tout simplement, à mon humble avis, comme un renfort du dispositif. Et c'est beaucoup plus, c'est encore une fois de plus, à l'endroit des populations qu'il est important donc de parler. Déjà, comme vous et moi, j'ai l'impression que normalement, vous savez ce que vous devez faire, je sais ce qu'on doit faire en la matière, dénoncer. Mais il faut que nos populations... Mais à votre avis, comment peut-on dénoncer et comment vraiment savoir que la dénonciation, elle est, entre guillemets, honnête? Voilà, c'est pour ça que, justement, je disais que entre vous et moi, c'est ce qu'on peut dénoncer. Ouais, on peut faire de la dénonciation calomnieuse. Si vous commencez à le faire, votre directeur général va vous poser des questions. Mais il y a des citoyens qui sont en roue, qui sont un peu plus libres, qui n'ont pas... C'est à faire eux qu'il faut peut-être expliquer le mécanisme. Et parce qu'il y a les grognes il y a des vieilles chaînes qui font la grogne. Enfin, il y a des grogneurs, on a même des gens qu'on appelle grogneurs. Qui se revendiquent grogneurs. Et qu'on a même d'ailleurs assimilé parfois par la loi 2015 et 7, la loi portant compte de l'information. Ils sont assimilés même aux journalistes, ce qui est quand même une grosse aberration. Donc, il y a des grogneurs qui existent sur nos chaînes. Alors, la grogne, c'est quoi? C'est une manière de protester
Je pense que ce numéro, cette structure est là désormais pour recevoir directement les protestations contre les agissements. Il va falloir saisir par écrit. Saisir par écrit, je suis sûr qu'ils vont donner un numéro, ils vont donner un numéro sur lequel les gens peuvent dénoncer directement. Et c'est sûr, ouais, surtout apporter les preuves. Il y a le patron de la cellule juridique, ça ne vous a pas échappé. Oui. Quand vous regardez la structure, c'est qui? C'est les hauts responsables de la présidence de la République. C'est le BAI. C'est le secrétariat général de la présidence de la République et la cellule juridique du chef de l'État, plus le porte-parole du gouvernement. Donc, c'est l'appareil administratif au sommet de l'État qui est là-dessus, l'appareil stratégique même. Donc, je ne les vois pas en train de prendre les dénonciations et de les publier et de les commencer pour changer les gens. Non, il y a tout un mécanisme. Lorsque des informations arrivent au chef de l'État, lorsque les informations arrivent à ces hauts niveaux-là, il y a une manière de fonctionner. Pour qu'il n'y ait pas de règlement de compte. Pour qu'il n'y ait pas, ils vont actionner le dispositif. Il y en a. Donc, on a vu maintenant les hauts responsables, mais vous ne savez pas l'appareil qui est en dessous, qui s'active pour pouvoir appeler, demander peut-être aux plaignants, aux dénonciateurs de donner la preuve de ces allégations, appeler la personne dénoncée et lui faire part de la dénonciation et lui demander de justifier. Je pense que c'est déjà bien qu'il y ait une sorte de dispositif comme ça en place. Vous savez, au niveau de la profession des médias, il y a l'observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias qui reçoit également des dénonciations du genre. Et il y a un dispositif en place. Donc pour moi, je pense que ce dispositif qui vient, il n'est pas nouveau à mon humble avis parce que avec la CRIEC, pour moi, l'essentiel de la lutte, si on maintient le tempo sur 10 ans, sur 20 ans, on aura les résultats escomptés. Pour moi, l'édifice, le socle est là. Il faut toujours maintenir l'édifice. Mais avec la cellule, elle vient encore renforcer la base de la dénonciation. Elle vient renforcer les structures disponibles pour recueillir, même les ESC, les ONG qui disent on ne nous écoute pas. Mais c'est maintenant l'occasion pour elle, au lieu d'être maintenant bruyantes, par exemple, elles peuvent être des structures qui rechassent, qui collectent les dénonciations des populations pour les remonter exactement, nettoyer déjà, corriger, lui donner un contenu utilisable, un contenu plus approprié, et maintenant les remonter vers la cellule pour servir peut-être d'interface. Je suis sûr que si une ONG se transforme ainsi, c'est sûr qu'elle gagnerait une position, puisque cette dénonciation auront une suite, et de plus en plus, elle gagnerait en crédibilité. Ancien Pascal Aguéoundé, Patrice Talon est désormais plus que jamais engagé à finir avec la mauvaise gouvernance. Avant d'en parler, vous me permettez, à l'opposé de mon doyen, de dire que je ne pense pas que tout a été fait pour que la lutte contre la corruption soit vraiment, je dirais, dynamique, sinon que nous n'aurions pas eu encore cette nouvelle organe. Je pense que ce que le gouvernement recherche, ce n'est pas de punir, non, mais c'est de changer les habitudes. Ce n'est pas de punir. On a l'impression, et beaucoup d'acteurs d'ailleurs pensent que, bon, en créant la CRIEC, en créant tel organe, c'est comment faire pour coincer les Béninois, coincer tel ou tel. Mais l'intention derrière tout ça, c'est d'arriver à changer vraiment les habitudes. Ce n'est pas punir le plus important. Alors, je pense comme vous que c'est une très bonne chose. Quand vous lisez un peu les missions du Conseil de supervision, vous voyez déjà la méthode qui se dessine. Parce qu'ils ont comme mission non seulement de recueillir, de traiter les plaintes, d'analyser les éléments de preuve qui sont apportés, de mettre en place un comité d'investigation. Ça veut dire qu'on ne va pas s'arrêter à la plainte et dire on m'a envoyé telle plainte, donc tel est coupable, il faut tout de suite le punir. Non, il y a un comité d'investigation qui va aller en profondeur, mieux traiter ces plaintes, à analyser, traiter même les éléments de preuve, voir leur véracité, et ensuite proposer maintenant la démarche à suivre par rapport au cas par cas, bien sûr, par rapport aux sanctions qu'on pourrait prendre contre tel ou tel. Je pense que la démarche est bonne. Et, comme l'a dit le doyen, c'est l'occasion pour toutes les personnes qui se réclament de cette lutte-là contre la corruption de travailler avec la cellule et de pouvoir dire demain, nous avons tenté de travailler, mais ça n'a pas été possible. C'est le moment de travailler avec la cellule pour que véritablement la lutte contre la corruption puisse être une fois de plus endiguée. On va parler à présent. Juste une minute. Non, on est en phase sur la question
pas de changement de comportement si après la sensibilisation, vous ne sanctionnez pas. Sinon, la sensibilisation, ça a eu lieu depuis longtemps. S'il n'y a pas de sanction, si la criette n'a pas existé, et depuis que le patron, le président Talon est là, il dit, non, voilà, la corruption est mauvaise, on fait des affiches dans la ville, la corruption est mauvaise, respecter les biens publics, sans pas la corruption. La répression, on n'aurait rien à dire que les gens vont lire ça et continuer. Il faut une répression, nécessairement. Mais elle ne suffit pas. Elle seule, il faut multiplier les mécanismes, réprimer, sensibiliser, accompagner parfois même les délinquants. Parce que ça existe aussi. Même les présumés délinquants ou les délinquants confirmés continuent à travailler sur eux pour les récupérer demain. Je pense qu'il y a tout un... Et l'État aussi doit prêcher par l'exemple. L'État aussi doit prêcher par l'exemple. Ça ne vous a pas échappé, l'histoire de la NAT, par exemple. C'est quand même une situation sous le président Talon. Ailleurs, en d'autres circonstances, on n'aurait jamais connu une telle situation où on a déféré le dossier, on a transmis le dossier quand même à la criette. Ce n'est pas une lutte sélective. C'est pas une lutte, exactement. Il y a plein d'autres situations d'urgence sous la gouvernance. La mairie, justement à dire que la répression est là, mais le changement de comportement, ce n'est pas encore ça. La répression doit conduire jusqu'au changement de comportement, et ça, c'est avec le temps. C'est ça, c'est-à-dire que le changement de comportement, que ce soit au niveau à tous les niveaux, même au niveau politique, au niveau de l'approche de la culture politique. Beaucoup disent, par exemple, il y a eu les réformes de certains partis, et pourtant il y a démission, et pourtant il y a transhumance, et pourtant il y a 15 partis. Non. C'est une expérience. Il faut du temps. C'est progressivement que tout ça, et c'est là qu'on en arrive au volet changement de comportement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut qu'on maintienne la dynamique. Si on la coupe, à un moment donné, on repartira de zéro. Un tour du côté des forces armées béninoises et de la police républicaine. Nous avons désormais 4 officiers supérieurs qui sont promus généraux. Il s'agit du directeur général de la police républicaine. Je veux parler de Soumaïla Yaya, des colonels Abou Issa, Bertin Bada et Fruitio Baguedi, qui est d'ailleurs désormais chef d'état-major général des forces armées béninoises. Et dans la foulée, il y a eu plusieurs nominations et des déploiements au ministère de la Défense nationale. Ce sont des décisions issues des 2 derniers conseils des ministres. Agapit Napoléon Mafourican, à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer tout ceci? Pour moi, je trouve que c'est dans l'ordre normal. Hein. Le président Talon a pris son temps. Parce que c'est quand même son second quinquennat. Ce sont les premiers généraux de l'État, non? Exact. Donc il a pris son temps. Et c'est les premières nominations aussi vastes. Je ne sais même pas si en 2016, il y en a eu autant. Je ne suis pas remonté au Conseil. Mais c'est comme... C'est tout un chapelet de nominations. Il a pris son temps et je pense que quand vous regardez les personnalités promues, vous avez quand même dit que bon, chacun a sa place. Nommer un inspecteur général de police ou bien un brigadier, enfin un général dépend du chef suprême des armées et d'un certain nombre de paramètres. Donc, il est le seul à savoir. Mais quand vous les regardez, je pense que Fruitio Baguedi est chef d'état-major de l'armée de terre depuis 5-6 ans, pratiquement. C'est le premier, c'est le chef d'état-major, c'est le seul que Patrice Talon a nommé depuis qu'il est au poste. Abou Issa est revenu, il était son adjoint, après il est passé à la garde nationale. Donc, quand vous regardez, c'est une constance. C'est les officiers supérieurs qui étaient déjà constants à leur position, ont dû donner des résultats. N'oubliez pas le défi sécuritaire dont le chef d'État a parlé dans son discours sur l'état de la nation, dans l'interview, à la fin donc, du discours sur, j'ai parlé de l'investiture, discours sur l'état de la nation et en fin d'année. Donc le défi sécuritaire pour lui est l'un des... Vous établissez donc, Agapit Napoléon Mafourican, un lien avec le terrorisme qui frappe à nos portes? Il n'y a pas que le terrorisme qui frappe à nos portes, il y avait la criminalité transfrontalière déjà face à laquelle nos états-majors, que ce soit la police républicaine, que ce soit l'état-major général, globalement, les forces de défense et de sécurité ont dû faire face. N'oubliez pas, 2019, 2020, 2021, les élections, n'oubliez pas les défis qui ont été les leurs. Donc, ne voyons pas que les djihadistes, voyons toute l'action. Encore que djihadiste, moi, je ne suis pas aussi renseigné pour utiliser l'expression, mais voyons toute l'action de nos forces de défense et de sécurité depuis l'arrivée du président Talon et moi, depuis 2019, 2020, 2021, et tout le défi autour donc, de notre frontière, que ce soit la frontière terrestre au nord du pays, que ce soit la frontière maritime au sud. Quand vous regardez, je pense que tout ça ensemble, mis ensemble, milite quand même en faveur de ce qui est passé, qui du reste relève du pouvoir discrétionnaire. Donc, pour moi, je regarde les hommes, je me dis, ils méritent d'être à leur place.
c'est loin d'être ce que nous avons connu à un moment donné, où on se dit, bon, comme c'est du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, bon, lui peut venir de là et être élevé là. Bon, on prend et on s'en va sans trop commenter. Parce qu'on se dit, c'est peut-être leur chance. Mais ici, on peut dire, c'est leur mérite. Quoique ce mérite relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Voilà. Ancien Pascal Aguéoundé, une prime à la compétence, des défis aussi à l'horizon, certainement. Ça bouge du côté de la défense nationale. Ah oui, vous savez que c'est un secteur qui est très très sensible et on ne fait pas de mutation dans ce secteur-là de façon fantaisiste quand vous êtes un chef d'État avisé. Et je pense que quand vous voyez les personnes déjà qui ont été promues à ce rang-là, au rang de général, vous savez que ce sont des personnes qui sont expérimentées et qui ont déjà, d'une façon ou d'une autre, acquis la confiance du chef de l'État. Voilà. Et je voudrais tout de suite rappeler, comme l'a fait tout à l'heure M. Mafoïkan, rappeler que le chef de l'État l'a dit si bien. Nous avons deux défis qui nous guettent. Défi sanitaire, défi sécuritaire. Il en est conscient. Et il sait qu'il faut prendre des dispositions très vite pour que ce que nous avons vu là, comme un semblant de terrorisme, ne puisse pas se poursuivre. Et qu'il faut-il mettre à la bonne place? Des personnes qui connaissent déjà le terrain. On connaît le parcours du général Foutu Garidi. C'est quelqu'un qui, ses subalternes comme ses supérieurs, ses anciens supérieurs peuvent le dire. Et ce n'est pas un parvenu. Il a une expérience bien chargée. Et oui. Il n'a pas été balancé d'un jour au lendemain. C'est un fantassin au parcours exceptionnel. Exactement, exactement. Donc, je pense que c'est une nomination stratégique. Je dirais, voilà, oui, une promotion stratégique, je veux dire. Et dès le lendemain, vous avez senti déjà que le nouveau promu, il a commencé à prendre des dispositions. Il a une feuille de route, il a des défis. Parce qu'il sait que c'est sur ça que l'attend justement le chef de l'État. Nous allons à présent ouvrir notre fenêtre sur le monde. C'est bien sûr Interactu. Au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, Blaise Compaoré a été condamné à la prison à vie. Il n'est pas le seul, c'est dans le cadre du procès Sankara. Il y a également son garde Yassine Kafando et le général Gilbert Diendéré. Un verdict historique, à votre avis, ancien Pascal Aguéoundé? Historique, oui, parce que vous savez, Thomas Sankara, c'est une figure, je dirais, une figure non seulement symbolique, mais une figure marquante de l'histoire politique du Burkina Faso. Et ce procès qui a duré 6 mois, beaucoup de personnes espéraient la fin, et la fin est arrivée telle qu'on l'imaginait, parce que le ministère public a demandé 30 ans pour quelqu'un qui est déjà croulant. Le condamné à perpétuité, c'est la même ligne d'idée. Je pense que c'est un procès historique. Et il est hors des frontières du Burkina Faso aujourd'hui. Il a la citoyenneté ivoirienne. Et je ne sais pas si ça aura des effets sur sa vie. Agapit Napoléon Mafoïkan, Blaise Compaoré est en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014. Kafando aussi est en fuite depuis 2016, si mes souvenirs sont bons. N'est-ce pas une peine vaine? Pas du tout. Pour les jeunes sankaristes que je suis, pour celui qui, en 87, a dû faire école missionnaire et entraîner toute la classe dans une journée de deuil contre la vie de la direction, je pense que oui, nous l'avions fait en 87. Mais ça a pris du temps. Parce qu'on était sankaristes, on a attendu ça. Donc du coup, pour quelques gens de ma génération, quel que soit où se trouvent les acteurs aujourd'hui, rien que la condamnation est symbolique. Il fallait bien aller au bout. Moi, je salue la justice militaire ivoirienne et burkinabé pour avoir été jusqu'au bout. Avec le coup d'État, j'avais craint que ça s'arrête, qu'on ne continue plus, mais c'est aller jusqu'au bout. Après, tout le reste, ça, on laisse ça à la postérité. Et vous avez écouté Madame Sankara, quand pour elle, c'est déjà bien qu'on reconnaisse déjà le mérite que son mari a été tué. C'est déjà bien qu'on comprenne que ça a été un assassinat, donc un crime planifié jusqu'au bout par qui, en tout cas la justice burkinabé semble aller dans la même ligne que tout ce que nous tous nous avions pensé à l'époque, Blaise Compaoré. Après, on n'est pas Dieu. La justice a parlé et laissons désormais Compaoré et les autres Kafando comme Diendéré à leur destin, à leur sort, à leur avenir. Enfin, Dieu juge le reste. Voilà. Comment avez-vous vécu l'événement en 87? C'est ce que je vous expliquais. Pour nous, on était des jeunes
Quand vous avez 18 ans, à peine, ou 17 ans, et vous vivez ça, c'est comme si nous étions des sankaristes. Quand on était branlés, on ne pouvait pas penser l'Afrique sans Sankara. Et donc, du coup, quand vous, la nuit, vous avez des bruits, le lendemain, vous n'avez aucune information, et à midi de ce 16, c'était le 15 octobre 87, voilà. Donc, le 16, vous apprenez qu'il a été tué. Mais moi, en tant que responsable de classe, j'étais en première. En tant que responsable, moi, nous étions tous ébranlés. On n'a pas fait cours. Les policiers arrivent, on dit, nous sommes en deuil. On dit, mais attends, ça, c'est quelle histoire? Vous ne pouvez pas être en deuil. On est en deuil. On a perdu notre leader Thomas Sankara. C'était un peu ça, en 87. Bon, disons que le temps est passé. Moi, j'ai attrapé une sanction à l'école, au collège à l'époque. Hein. J'ai subi la sanction en tant que responsable de classe, mais ça ne m'a pas ébranlé. Nous étions heureux. Bon, les temps ont fait leur œuvre. Il y a eu les années 90 avec les renouveaux démocratiques. Nous tous, on a mûri. Moi, aujourd'hui, je réécoute Thomas Sankara différemment que je l'écoutais il y a en ce temps-là. Mais il a fallu que ce monsieur existe. Il a existé. Et pour moi, il continuera. C'est comme ce fut le cas de Kwame Nkrumah, comme ce fut d'autres cas, oui. Ce monde a dû exister. C'est heureux qu'on n'ait pu les voir passer. Et pour les militants comme moi, je pense que c'est important d'avoir des repères. Il en fut un pour moi. Et donc, heureux de voir que ces assassins, en tout cas reconnus par la loi, que les assassins ont été condamnés. Enfin, je pense qu'il peut dormir finalement en paix. Voilà. Hassan Pascal Agueoundé, que garde la jeunesse africaine de l'héritage sankariste? Je pense que c'est déjà l'intégrité de l'homme. Vous voyez, le pays, c'était la Haute-Volta. Il est venu, c'est devenu Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et c'est un symbole fort pour toute l'Afrique, l'intégrité de l'homme. Et c'est ça qu'il faut que les jeunes cultivent aujourd'hui, parce que c'est une vertu qui est en chute libre aujourd'hui, l'intégrité. L'intégrité dans les hautes fonctions publiques déjà. C'est ce qu'on retient de cet homme à l'université. Agapit Napoléon Mafourican, toujours à l'international, l'ONU qui suspend la Russie du Conseil des droits de l'homme. Oui, décision symbolique, c'est la deuxième fois après la Libye. C'est seulement la deuxième fois en près de 70 ans après la Libye. Donc, oui, c'est symbolique. Quelles seront les répercussions de façon concrète? Oui, l'isolement est symbolique. L'isolement de la Russie, bon, l'isolement que tout le monde attend, sur lequel beaucoup travaillent, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Le Conseil de sécurité, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, on n'y est pas de manière permanente. La Russie l'aurait quitté en 2023 de toutes les façons. C'est rotatif. Hein. Enfin, il y a un temps pour ça. Donc, du coup, le symbole, il est important. Il ne faut pas le banaliser. Il est important. L'enjeu est important. La crise dans la région est importante. Le rôle que joue la Russie qui n'arrive pas à se faire comprendre parce que posant un certain nombre d'actes quand même répréhensibles, en tout cas où on ne peut pas toujours être d'accord avec. Mais après, en matière de géopolitique et de géostratégie, je pense que la Russie sait ce qu'elle fait. Et il faut que les commentateurs ou bien les analystes de l'international mieux placés vous diront, oui, l'ONU a pris des décisions de principe, c'est vrai, mais on n'a pas vu l'ONU toujours là, en des moments où d'autres le faisaient pire aussi, et qu'on n'a pas vu. On a vu des situations similaires, notamment la guerre du Golfe, avec l'histoire dans l'affaire de l'Irak, où on a idéologisé Saddam Hussein, on l'a tué, on ne sait pas pourquoi finalement, est-ce qu'il a été vraiment responsable de quoi. Mais on ne va pas toujours ressasser ces moments, il faut les rappeler pour dire on était là, on a suivi, il n'y avait pas ça. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, l'ONU s'est réveillée sur le cas russe. Espérons que l'ONU sera toujours à l'avant-garde de ce type d'intervention solitaire pour que le monde s'équilibre un tout petit peu. Mais après, il faudrait que l'ONU travaille sur les réflexions prospectives et sur les questions d'enjeux sécuritaires. La Russie n'est pas n'importe quel pays. La Russie siège au Conseil de sécurité. Au Conseil à droit de veto. Oui. Du Conseil permanent, voilà, oui. Voilà, donc à droit de veto, donc au niveau des 5 pays. Et donc, on ne peut pas traiter ces cas-là de cette manière. À mon humble avis, il faut qu'au même moment que l'ONU travaille sur du factuel et sur les principes, il faut qu'elle travaille également sur les grandes réflexions prospectives. Pour se moderniser ses pratiques, travailler pour une justice mondiale meilleure, pour une sécurité des pays, des peuples et des nations. Et ça, j'avoue qu'il y a encore beaucoup de fossés là. C'est peut-être là qu'il faut qu'elle s'investisse. Autrement, sa décision
elle est symbolique et peut-être qu'elle vaut mieux d'être prise que de ne pas être prise. Voilà. Alors, nous allons aborder à présent la dernière rubrique de cette émission, c'est bien sûr les potins de la toile. Les potins de la toile, c'est bien sûr ce qui a pu constituer l'actualité sur Internet au cours de la semaine écoulée. Et c'est Angélique Kidjo qui a été le chouchou des internautes et de 5 pour la diva béninoise. Elle a reçu son 5e Grammy Award, une fierté béninoise, Anselme Pascal Aguéoundé. Ah ben oui, ça fait bien longtemps qu'elle est une fierté béninoise. C'est vrai qu'on réclame de plus en plus de la sentir un peu plus au plan local, de sentir un peu plus les effets de tout son talent, de son ingéniosité au plan local, mais on sait qu'elle représente très bien nos couleurs à l'international. Je pense que c'est mérité, et beaucoup de personnes ont fait des commentaires par rapport à ce trophée, mais c'est mérité quand vous écoutez l'album et quand vous voyez toute la variété de styles qu'elle aborde. Quand on dit que c'est le trophée du meilleur album de musique globale, donc on doit tenir compte de beaucoup de collaborations également. Exactement sur l'album. Et tu vois une dame qui s'est passée de l'afrobeat et qui ne renie pas ses identités également, qui peut aller vers d'autres styles comme le jazz. Mais il faut le lui reconnaître. Agapit Napoléon Mafourican, c'est la plus haute distinction en matière musicale aux États-Unis et Angélique Kidjo compte désormais 5 trophées Grammy Award dans son armoire. C'est notre ballon d'or. C'est notre ballon d'or. Au niveau ailleurs, le Messi en a eu 7, l'autre en a eu 5. Je pense que nous aussi, on a notre ballon d'or au niveau de la musique. Elle est simplement magistrale, elle est dense, elle est immense. Donc, saluons cette immensité de la créativité, de l'endurance, de la constance. De tout. Voilà. Elle est à saluer. Voilà. C'est donc sur cette note de fierté que s'arrête Club Média 7 de ce jour. Nous avons reçu en plateau Agapit Napoléon Mafourican, directeur de E-Télé. Merci d'être venu. C'est un plaisir. Merci à vous. Également avec nous, c'était Anselme Pascal Aguéoundé, journaliste au quotidien du service public La Nation. Merci à vous aussi. Merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je pense également à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Je salue Marcel Arrossi, Fanny, Monique Torrent, Francis Faton. Eh bien, Club Média 7, c'est tous les dimanches à partir de 18h sur la télévision nationale et la rediffusion, bien sûr, les mardis à partir de 22h30. D'ici là, portez-vous bien. Salut.